Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Harry rêve, Harry se réveille et maintenant dans cet épisode, Harry prend son petit déjeuner. Et oui, parfois à la fréquence, relire chapitre par chapitre, ça veut aussi dire y aller étape par étape. Mais on vous assure, l'histoire se développe peu à peu malgré tout, parce que si les vacances d'été commencent mal avec les Dursley et leur régime, il y a une chance qu'elles deviennent beaucoup plus agréables prochainement en compagnie des Weasley avec la Coupe du Monde de Quidditch. Ça va ta voix, Marina ? Je suis désolée, comme vous l'entendez, je n'ai pas échappé au rhume automnal. Je suis désolée, je vais faire du mieux que je peux pour survivre à cet épisode. Marina est au bout de sa vie, hein. Elle donne son corps pour cet épisode. Je donne le reste d'énergie que j'ai pour vous. J'ai pas dormi de la nuit, donc vraiment, c'est une preuve d'amour que je vous fais en étant ici. Dans cet épisode, on va parler de nourriture, des sorciers un peu bêtes qui savent pas utiliser un timbre, de la moustache frémissante de Vernon, ou encore du fait d'appeler son hibou Coquesigru. Sérieusement. Coquesigru. Ouais, Coquesigru. Et pour discuter de tout ça, nous ne serons pas seuls parce qu'il y a une troisième voix avec nous que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est une ancienne membre fidèle de l'équipe du podcast, présente depuis le tout début et qui n'a quasiment raté aucun épisode d'ailleurs. Grande reportrice de la Gazette du Sorcier et rivale historique de Lucas au quiz de Bertie Crochu. Les auditeurs auront sûrement reconnu Vanessa. Salut Vanessa, comment tu vas ? Salut à tous, merci pour ces éloges et cette belle présentation. Ah t'as vu, c'est de la qualité. Ah oui, ah oui, c'est de la qualité, c'est travaillé, je me sens mise sur un piédestal, attention. Ouais, tu étais réclamée depuis très longtemps par les auditeurs du podcast. C'est vrai. Ah oui. Ah mais vous avez eu Harold, vous avez eu Lucas, vous avez eu Anthony, mais pourquoi vous n'avez pas Vanessa ? Vanessa est là, ça y est, vous l'avez. Je suis là, pour une émission, profitez-en. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le podcast et pour rafraîchir la mémoire des autres, comme pour chaque invité, Vanessa, on va commencer cette émission par te poser quelques petites questions et puis tu vas nous accompagner jusqu'à la volière en fin d'épisode où, comme d'habitude, on tentera de répondre à des hiboux sonores que vous nous avez envoyés. Comme Harry, on descend l'escalier et on se retrouve dans la cuisine des Dursley où se déroule ce chapitre 3. Miam le pamplemousse. La plume à papote de Vanessa. Bon Vanessa, même s'il y a des auditeurs du podcast qui te connaissent sûrement déjà un peu, on va te poser les questions habituelles pour les invités qu'on reçoit, en commençant par celle-ci. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter dans ta folle jeunesse ? Eh bien, c'est une très bonne question, vois-tu, je ne m'en rappelle pas. Ça remonte. Il aurait fallu, oui, ça remonte à très loin, et il aurait fallu que je réécoute l'épisode du podcast où je l'explique, donc ça doit être dans les premiers, parce que franchement, je ne m'en rappelle pas du tout. Donc je pense que j'ai dû vraisemblablement voir le premier film, et ensuite j'ai lu les livres, parce que je ne me rappelle pas d'avoir lu les livres avant d'avoir visionné le film au cinéma pour la première fois. Donc je pense que ça débute par là. Et après, la passion Harry Potter est venue beaucoup plus tard. Hein. Ça n'a pas été immédiat. C'était plutôt sur ma vie de jeune adulte. C'était plutôt sur les 23-24 ans, je pense que c'est arrivé en relisant justement Harry Potter, en les revoyant. Et ouais, je pense que c'est là que le drame est arrivé. Ouais, puis peut-être que le podcast, ça a aidé aussi, non ? Je sais pas si ça a ravivé quelque chose. Ah oui, complètement. Les années podcast, c'était l'apogée de la passion, si on veut dire. Parce que du coup, on en parlait tous les 15 jours. On avait une bande de copains avec qui en parler. On devait les relire régulièrement pour se tenir au niveau du quiz de Bertie Crochu, quand même. La compète. Ça allait pas finir l'année dernière. Parce qu'il y a de la concurrence, hein, quand même. Et puis dénicher les infos sur le Wiki Potter, lire la Gazette, moi, pour me tenir informée et faire ma Gazette du podcast. Donc forcément, c'était Harry Potter toutes les semaines, voire quasiment un petit peu tous les jours. Hein. Donc oui, là, le podcast, c'était vraiment 3 ans d'apogée, de passion. Et justement, avec le recul, tu gardes quel souvenir en tête de l'aventure podcast ?
que c'était merveilleux, que ça a été un vrai drame quand ça s'est terminé. On voit beaucoup d'auditeurs, par exemple sur votre Discord, qui sont très tristes que le podcast n'ait jamais eu de suite, qu'il n'y ait jamais eu d'autres projets par toute l'équipe. Hein. Je ne parle pas de la fréquence. Ils sont heureux qu'il y ait la fréquence parce que sinon ils seraient tous délaissés, Ouais. ils seraient tout malheureux. Mais nous, c'est pareil. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens. Après, on se voit plus trop avec les autres, donc on n'en parle pas forcément. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me manque quand même beaucoup d'avoir un projet comme ça où on peut parler Harry Potter avec les copains, même sans que ce soit public, hein, juste en groupe comme ça. C'est vrai que c'est un problème que j'ai l'impression ressentent beaucoup de fans d'Harry Potter. C'est qu'ils ont peu de personnes avec qui en parler. C'est pour ça que votre Discord est si fourni, je pense. C'est que c'est un lieu où ils peuvent se réunir entre eux et en parler. Chose qu'on ne fait pas avec nos familles, avec nos amis, etc. Donc oui, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et je suis très nostalgique quand j'y repense. J'écoute des épisodes de temps en temps. En pleurant, C'est trop mignon. en pleurant sous ton plaid. Oh, c'est horrible. Avec ma boîte de mouchoirs, mes chocolats et puis ma dépression. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un super souvenir. En fait, en plus, l'émission a dû s'arrêter pour des questions pratiques parce que on pouvait plus se réunir. Enfin, surtout moi, en fait, j'ai déménagé. Du coup, on n'a pas tenté de le faire en ligne parce que comme on se réunissait tous autour de la même table, bah, on s'est dit ce serait pas la même chose. Non, Mais tu sais, par ça contre, n'aurait pas été la même chose. ouais, je pense vraiment. Et puis, tu sais que on continue de recevoir très, très régulièrement la même question. Alors, est-ce que le reste de l'équipe a lancé une autre émission? Vraiment, je plaisante pas, mais c'est toutes les semaines qu'on reçoit des messages. Et, Ah oui, à ce point-là. ah oui, vraiment, Vraiment. vraiment. Mais alors je dis peut-être qu'un jour. Et puis si ça se fait, on sera les premiers à l'annoncer avec plaisir. Mais je pense que mais voilà, on grandit, on évolue, on est des adultes, et puis c'est pas forcément évident de s'organiser, ça prend quand même du temps hein, de faire ça, même si c'est un hobby. Donc voilà, mais pourquoi pas, on sait jamais, hein, ça se trouve, il y aura une possibilité un jour. Oui, peut-être un jour quand les enfants seront majeurs. C'est ça. Donc bon, c'est pas pour tout de suite. Mais non, mais peut-être. Mais après, quand je vois le temps que toi, ça te prenait juste pour préparer une émission, pour la monter, la mettre en ligne, c'était un temps phénoménal. Et en fait, le problème qui s'est posé sur la suite du podcast, c'est que il y avait un petit noyau qui avait très envie de faire quelque chose, mais c'est que personne n'avait le temps, Ouais. les connaissances, le matériel pour le faire, pour te remplacer en fait. C'était ça le sujet principal de « Ah bon, qui prend la place de Jérémy ?» Ouais. Et là, bizarrement, il n'y avait aucun volontaire. Ouais, ça aurait peut-être pu marcher si, par exemple, si j'étais pas l'animateur, mais qu'on tournait, en fait, par exemple, si un jour c'était moi qui préparais l'émission, un jour c'était quelqu'un d'autre. Là, il se trouve que, je sais pas, naturellement, il se trouve que, en fait, c'était moi qui animais, c'était moi qui préparais. J'ai des souvenirs de vous, chroniqueurs, pas tout le monde, mais ouais, ça fait partie de mes souvenirs préférés. C'est genre, par exemple, voir Lucas et Harold arriver 5 minutes avant le live et me dire alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? C'était tellement ça. Mais l'émission fonctionnait comme ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est un... C'est un podcast de potes, en Ouais, fait, voilà. de bande. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y avait clairement les pauvres souffles et les serres d'aigle. Hein, C'est ça, oui. Il y en a qui préparaient plus que d'autres. Mais oui, c'est pour ça que j'étais un peu le moteur du truc et ça marchait parce que justement, c'était une bande de potes et il y en a qui venaient préparer, d'autres qui venaient pas et c'est pour ça que ça fonctionnait aussi. Ah, c'était hyper naturel. Ouais. On sentait les liens avec vous et puis entre vous. Puis ouais, en fait, on avait l'impression de faire partie de votre bande de potes, en fait, quand on vous regardait en live ou quand on vous écoutait. Ça, c'est un très beau compliment. Et c'est vrai que c'est ce qui ressort énormément sur les commentaires, sur tous les commentaires YouTube, sur les commentaires des émissions en général et sur votre Discord aussi. C'est ce qui ressort le plus. C'est ce que j'ai mis comme petit mot d'ailleurs pour remercier tous les auditeurs. Ils ont compris le principe. C'était juste pour parler Harry Potter entre potes, quoi. Et ça, c'était... s'ils l'ont compris, c'est que c'est le but de l'émission et qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, quoi. Après, qui sait, un jour,
pourrait peut-être faire une réunion à la Friends Bah ouais, quelques carrément. années après, exceptionnelle, une émission exceptionnelle et tout. Même en one shot, je pense que ça ferait vachement plaisir aux gens. Bah, surtout Ah bah si on oui, a la possibilité, carrément. c'est pas impossible qu'un jour ou un autre, on ait la Je possibilité pense de que se ça revoir. s'organise 1 an avant, avec tout le monde. Non, mais voilà, y a rien d'impossible. On verra bien, on verra bien. Et enfin, Vanessa, pour dresser ton portrait de Potterhead, est-ce que tu peux nous dire quel est ton livre, ton film et ton personnage préféré? Alors, ça a changé par rapport, il y a quelques années au podcast. Je Ah, me t'as rappelle de ma changé, fille. Vanessa, je le Ouais, savais. ça a changé. C'est la vieillissure, comme on dit par chez nous. Alors, je pense que en film préféré, c'est Le Prisonnier d'Azkaban et ça le restera. Je pense que ça va être difficile de me faire changer d'avis. Et par contre, en livre préféré, ça a changé. Avant, c'était Le Prisonnier d'Azkaban Ouais. et maintenant, c'est La Coupe de Feu. Ah, bah ça tombe bien. Bon, on est en plein dedans, c'est magnifique. Et la suite, c'est le personnage. Alors ça, je pense que ça reste Hagrid. Ah, Je crois que j'avais répondu ça déjà au ah, podcast. je m'en souviens pas. Les podcastiens vont les vérifier. Je pense qu'ils se souviennent mieux que vous du podcast. On a dit tellement d'âneries aussi dans le podcast que moi, je ne sais plus. Mais rassure-moi, t'es toujours Serre d'Aigle. Ah oui, toujours. Ah, quand même. Ah oui, ça ne change Non, pas. ça va, t'es toujours la même. Au fond de moi, je suis Mais oui, je pense que le personnage préféré, c'est Hagrid. Parce que c'est un géant au grand cœur et que j'adore ses boards. Il me fait très rire. Et qu'il est incarné au cinéma par Robbie Coltrane, qui était un très grand acteur et RIP. Ouais, ça, c'était très triste d'apprendre ça. Mais moi, je suis pareil, Hagrid, c'est un de mes personnages préférés. Et en fait, je pense que j'ai réalisé que Hagrid était un de mes personnages préférés parce que quand j'ai lu Harry Potter et les reliques de la mort, je pense que c'est le personnage où j'avais plus peur qu'il décède. En fait, je voulais vraiment pas qu'Hagrid meure. Et je pense que c'est un bon indicateur pour voir voilà, sur quel personnage tu as plus d'affect que d'autres. Oui, complètement. Ouais, c'était Quirrell et j'ai pas eu de chance. C'était le premier livre. Du coup, t'as lu que le 1 et t'as pas continué. Ça continue pour voir s'il ressuscitait pas dans la suite. Peut-être. J'ai une petite question. Pourquoi ton livre préféré a changé? Pourquoi La Coupe de Feu aujourd'hui? Alors parce que quand j'ai lu les premières fois, j'avais adoré l'histoire de retour dans le temps, etc., du prisonnier d'Azkaban. Et j'avais adoré comment c'était ficelé, etc. Et j'étais un peu naïve sur mes lectures à l'époque. Maintenant, j'analyse. Et du coup, je trouve que La Coupe de Feu est bien plus profond que... Oui, j'ai perdu le titre. Le prisonnier d'Azkaban, pardon. Et je trouve que l'ambiance est plus pesante, qu'on passe vraiment un cap. On passe vraiment le cap de livre adulte dans La Coupe de Feu. Et puis, il est beaucoup plus gros déjà aussi. Et ça, j'aime bien les gros livres. Je suis une serre d'aigle. Et il y a aussi d'autres points, mais là, je ne les ai pas en tête. D'accord. Okay. C'est vrai que je l'ai redécouvert il y a pas longtemps aussi, Harry Potter et la Coupe de Feu, parce que mes relectures sont plus rapides que notre rythme de podcast. Donc, en fait, je l'ai relu il y a pas très longtemps. Et en fait, j'avais un peu oublié à quel point c'est une intrigue hyper bien ficelée. Oui, c'est ça, elle est très complexe. Parce que tous les Harry Potter sont des livres à enquête, en fait. Il y a un mystère, il faut le résoudre, il y a plusieurs indices, et voilà. Et La Coupe de Feu, c'est peut-être un des plus réussis dans ce sens-là, parce que c'est hyper bien fait, comment l'autrice te guide vers des faux suspects, en fait. Il y a des suspects parfaits, et en fait, à la fin, c'est pas ça. Parce qu'à la fin, la révélation est encore plus grande que tout ce que tu peux imaginer en tant que lecteur. Et en fait, il y a un vrai mystère, quoi, tout au long de La Coupe de Feu. On a du mal à s'en rendre compte parce qu'on connaît l'histoire par cœur. Mais il y a un vrai mystère, quoi. Pour les gens qui découvrent, qui ouvrent ce livre et qui découvrent l'histoire, ça doit être incroyable comme expérience parce que c'est hyper bien ficelé. C'est ça, et en fait, même quand on relit maintenant, alors qu'on l'a lu des dizaines, des centaines de fois, je trouve qu'il y a certains détails qu'on oublie. Et du coup, quand on les relit encore, on fait « Ah oui, au fait !» J'avais oublié, mais où est-ce que ça mène, ça, déjà, ce détail-là? Et en fait, on va retrouver ça plusieurs chapitres plus loin, et ça va nous ouvrir un indice
Et quand on sait la fin, on va faire, ben oui, évidemment, Ouais. ça amène à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des petits inserts comme ça, un petit peu partout. Et je trouve que oui, la coupe de feu est beaucoup plus nourrissant en termes d'enquête, comme tu dis, et d'énigmes. Il faut vraiment plus chercher. Et je sais pas, il y a un côté vraiment sombre qui m'a beaucoup plus plu, Ouais, bah, finalement, en tant qu'adulte. ouais, c'est la bascule, hein, complètement. Oui, complètement. Ouais. Si on a plus le film en tête, il y a aussi davantage moyen de redécouvrir à travers la lecture. Parce que comme je le disais dans le dernier épisode, je crois, ou récemment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une fracture qui commence à s'opérer entre les films et les livres à partir de la coupe de feu. Parce que les 2 premiers sont hyper fidèles, le 3 un peu Ouais. moins, le 3 commence à évacuer des choses, mais pour l'histoire ça va. Mais par contre pour la coupe de feu, là c'est vraiment, on a plusieurs personnages qui sont pas du tout dans l'adaptation, et des personnages qui pourtant qui ont un rôle crucial dans le livre. Je pense à Bertha Jorkins, je pense à Ludo Verpé, je pense à Winky, et en fait tous ces personnages ne sont pas dans le film. Et quand on a un peu oublié le livre, on redécouvre l'histoire, et ça c'est extraordinaire. Ouais, je suis assez d'accord et ça m'avait vraiment choqué quand on l'avait vu à l'UGC, tu te rappelles, pour le marathon Harry Potter, Oui, oui. on avait regardé la coupe de feu au ciné. Et le visionnage au cinéma m'avait vraiment fait réaliser que déjà c'était un très beau film. Enfin, les images de la coupe de feu sont superbes. Oui, c'est vrai. Encore plus, le son, la bande son et la musique sont exceptionnels sur ce film. Je crois que c'est ma musique préférée de toute la saga. Et par contre, l'histoire, en effet, évacue une énorme partie du livre. Ouais, Enfin, c'est très très il aurait simplifié. fallu faire 2 films. Ah ouais, Presque. non mais oui, j'aime bien le film. En fait, je prends toujours plaisir à le revoir, mais je pense que c'est pas une bonne adaptation. Et je pense que c'est peut-être Non. une des pires, parce Oui, que je suis le d'accord rythme avec du film, t'as l'impression que le film est en accéléré, alors qu'ils ont évacué plein de choses. Et là, récemment, avec Marina, on a revu Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et pourtant, l'Ordre du Phénix est beaucoup plus gros comme livre. Le film est plus court, mais le film est plus fluide. Je pense toi. qu'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est une meilleure adaptation. Je sais pas si c'est un meilleur film, mais c'est une meilleure adaptation. Mais La Coupe de Feu, quand on est attaché au livre, ça fait mal quand même, hein, sur certains points. Ça fait très mal. Ne serait-ce que la coupe de cheveux des acteurs. Ah On en reparle. Harry Potter à la coupe des cheveux. Mais je pense que si t'as pas lu le livre, si t'as vu que les films, je sais pas si t'as cette impression quand tu regardes le film La Coupe de Feu. Je sais pas, peut-être que c'est une impression de fan des livres, ouais, peut-être. Hein. Je sais Mhm. pas. Parce Gens qu'on qui sent ont- le ouais. manque dans l'histoire, on sait qu'il y a des choses qui manquent. Est-ce parce qu'on sait ou parce qu'on le ressent aussi quand on n'a pas lu les livres? C'est une très bonne question. Il faudrait demander à quelqu'un qui n'a vu que les films et sans lire les livres. Mais je pense que du coup, vu qu'ils se sont concentrés sur l'histoire principale et pas tout ce qu'il y a derrière, tout le background qui est fait, le contexte de l'histoire, je pense que du coup, ils ne se posent même pas la question. C'est l'histoire telle qu'elle et point barre. Mais même au niveau des enchaînements purement techniques, j'avais l'impression que c'était un enchaînement de scènes. Ouais. Il y avait des liens entre les scènes, mais c'était genre, waouh, on peut pas se calmer un coup là et se poser sur l'histoire. Non, c'était une scène, boum, les épreuves, l'entraînement entre les épreuves. Enfin, il y a bien plus que ça. En fait, on n'a pas le temps de respirer. On te balance l'histoire. Ouais. Et on te donne pas le temps de respirer, de réfléchir, d'avoir des théories. J'ai l'impression vraiment qu'on te balance tout ça en pleine figure. C'est peut-être pour te faire ressentir ce que ressent Harry pendant toute cette année à Poudlard. Il n'a pas le temps de. Ah, Vanessa, c'est la productrice du film. C'est la productrice qui défend le film. Bah, par exemple, il y a la scène avec Rogue, là, avec le Veritaserum, c'est pas possible cette scène, tu vois, elle arrive, c'est une scène qui arrive de nulle part, c'est juste Harry qui marche dans un couloir. Enfin, il y a vraiment plusieurs raccourcis comme ça qui fonctionnent pas du tout. Enfin, moi, je trouve que le film reste plaisant à regarder. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est peut-être un film qui est plus apprécié par les gens qui n'ont pas lu les livres. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a souvent ce retour-là. Les gens adorent La Coupe de Feu, mais c'est pas forcément des gens qui ont lu les livres ou qui sont attachés aux livres. Donc, c'est peut-être vrai ce que tu dis, ouais, Marina. C'est vrai que dans tous les Potterheads qu'on connaît, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui ait La Coupe de Feu en film préféré. Ça ne me dit rien du tout. Ouais. Faudrait refaire un sondage. Sondage Ipsos. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait, on a déjà entamé le sujet de La Coupe de Feu, évidemment, on peut pas s'empêcher.
Mais c'est surtout avec les éléments que tu nous as donnés, enfin les réponses que tu as données, Vanessa, je pense que les auditeurs t'identifient un peu plus, davantage, surtout ceux qui n'ont pas écouté le podcast. Et puis, il faut en profiter pour questionner Vanessa, parce qu'apparemment, c'est un one-shot, alors on va profiter de sa présence. Bah, elle nous coûte très cher sur cet épisode, donc ça va être compliqué de la revoir. Elle a vidé le Tipeee. Ah ouais. Ah, mais on me paye en fait. Le cachet est énorme. Ah, d'accord. Ok. Bah, C'est- c'est la bonne surprise de Noël, merci. Alors, on va se plonger tous ensemble dans ce chapitre 3, si vous êtes prêtes, Marina et Vanessa. Mhm. Mais oui. Bah alors, c'est parti. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 3. L'invitation. On retrouve Harry qu'on avait laissé à Private Drive au petit matin et qui s'apprêtait à descendre prendre son petit déjeuner. Quand il arrive dans la cuisine, les 3 Dursley sont déjà là, Vernon lit le journal et Dudley fait la tronche en voyant sa mère couper un pamplemousse. Régime oblige. En fait, si Dudley est au régime, c'est parce que, sur son dernier bulletin scolaire, l'infirmière a alarmé les Dursley sur l'état de santé de leur fils, et notamment le fait que plus aucun uniforme de l'école ne lui convient. Alors d'habitude, Vernon et Pétunia trouvent toujours des bonnes excuses sur les mauvais bulletins de Dudley. C'est de la faute des profs qui comprennent pas que leur fils est intelligent. Et Vernon voit de toute façon d'un bon œil que son fils ne soit pas, et là je cite, un de ses premiers de la classe avec des manières de fillette. Alors, plusieurs petites choses là déjà sur ce début de chapitre. En vrai, pour avoir un peu gravité autour du système scolaire dans ma vie professionnelle, ça existe vraiment des parents qui, quoi qu'il arrive, vont défendre leurs enfants. Et, et ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Et a priori, les Dursley en font partie, quoi. Parce que vraiment, pour penser que les profs comprennent pas que Dudley est intelligent, c'est que t'as un souci, quoi, en tant que parent, quoi. Et je tique un peu aussi sur la remarque de Vernon, quoi. Qu'il dit il veut pas que son fils soit un de ses premiers de la classe avec des manières de fillette. Moi, je me demande, ça aurait été quoi la réaction de Vernon si, je sais pas, si Dudley avait été gay, par exemple, tu vois, si Dudley aurait fait son coming out, à mon avis, ça serait pas bien passé sous le toit des Dursley. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il est pas ouvert d'esprit là-dessus non plus, quoi, le Vernon. Hein. Oui, et puis utiliser le terme fillette pour faire allusion à, je sais pas, des manières de faible ou je ne sais quoi, alors que assimiler le terme fillette ou femme, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais Conduis-toi, on dit toujours conduis-toi comme un homme et jamais conduis-toi comme une femme. Bah, clairement, je pense que Vernon, c'est le cliché du père qui est content d'avoir un fils et que son fils doit devenir un homme, que ça doit devenir un Mal futur alpha. chef de famille comme lui, ouais, mal alpha. Ouais. L'héritier Ouais, du nom. c'est ça. Mais est-ce que les Dursley ont des qualités? Parce qu'on leur trouve que des défauts, mais est-ce qu'ils ont des qualités ou pas? Pas vraiment, hein. Bah Dudley, Le blanc parle pour eux, je pense. à la fin de la saga, on va découvrir quand même que C'est vrai. finalement, il est resté en relation avec Harry. Ouais. Donc, est-ce qu'il a eu du recul par rapport à sa famille, par rapport à son éducation? Et du coup, est-ce qu'il s'est amélioré? Ça laisse supposer. Mais les parents, j'ai du mal. Oui, ça laisse supposer que Dudley est devenu une meilleure personne que ses parents dans les reliques de la mort. Quand les Dursley partent, c'est Dudley qui a mis une petite tasse de thé à l'attention de Harry. C'est lui qui trouve ça injuste que Harry parte pas avec eux. Enfin, il a de l'affect pour Harry et je pense que l'attaque des détraqueurs dans l'Ordre du Phénix y est pour quelque chose. Ouais, je pense que Dudley des trois, c'est le meilleur d'entre eux en fait. Même si là, même encore dans le 4, c'est un peu difficile à s'imaginer. Mais... Oui, mais c'est parce qu'il est encore enfant et que Oui. quoi qu'il arrive, les enfants sont formatés par leurs parents. C'est l'éducation qu'on leur donne aussi. Donc forcément, il n'est pas encore détaché de ça. Dans l'Ordre du Phénix et par la suite, il est un petit peu plus grand. Du coup, il peut se faire sa propre opinion, je pense. Ou en tout cas, commencer à se faire sa propre opinion. On peut même faire un petit parallèle entre Dudley et Drago, en fait, parce que Ouais, en fait, complètement. Dudley, encore dans cette période-là, ce n'est que le produit de ses parents. Et en fait, il va se révéler être quelqu'un d'autre. Drago, c'est un peu la même chose quand on y réfléchit, à faire l'intéressant, à se pavaner, à dire que voilà, c'est un malfeuille, et puis au bout d'un moment, ça se retourne contre lui parce que c'est pas ce qu'il est, en fait. Mhm. Intéressant. Oui, c'est vrai. Ils ont le même parcours. Concernant Dudley, le texte dit, là encore je cite, «
Loin d'avoir besoin de manger davantage, Dudley avait atteint à peu de choses près la taille et le poids d'un jeune cachalot. Alors, on en a déjà parlé de ce type d'humour qu'on peut dire grossophobe hein, maintenant. C'est vraiment c'est drôle parce qu'il est gros. Et on a un autre exemple ici avec tout le truc du régime parce que là, le mot cachalot dans la phrase, il est fait pour faire rire. Et moi, ça fait partie de ces genres de trucs où je suis persuadé que si les romans avaient été publiés aujourd'hui, en 2022, ces passages, ils auraient été réécrits. Ça serait pas c'est sorti sûr. comme ça. Oui. C'est sûr, mais là, pour moi, cette phrase-là, elle nous fait quand même revenir au premier et au deuxième livre qui sont plus enfantins, surtout le premier. Et où on a des images comme ça, où on imagine Dudley qui fait la taille du côté de la table entier à lui tout seul. Ouais. Oui. C'est impossible, ce n'est pas possible. Donc, on retourne un peu dans un truc un peu cartoonesque du premier où c'est des images assez fortes pour les enfants. Et moi, je trouve que justement, là, c'est une phrase pour dédramatiser la situation aussi. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment un petit clin d'œil au premier et au deuxième livre. Parce qu'après, ça va être beaucoup moins drôle. C'est encore le moment de rire un peu avant de passer aux choses sérieuses. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a une double lecture. C'est qu'il y a à la fois, comme tu dis, le côté cartoonesque, le côté littérature jeunesse où on force le trait et voilà pour créer des métaphores qui parlent aux enfants. Et je pense aussi d'un autre côté, il y a aussi le truc où c'est drôle. Et c'est là où je pense que cette deuxième lecture-là, elle marcherait plus aujourd'hui. Parce que je pense pas que l'obésité de Dudley serait un motif d'humour en fait dans un roman jeunesse comme Harry Potter. Non. Je me pose la question. Sincèrement, je pense pas. Parce Ouais, que non, je pense pas non plus. aujourd'hui, c'est beaucoup autour de, comment dire, l'éducation autour de l'obésité. Que le fait Oui, puis c'est une maladie. que Voilà. quelqu'un soit gros, bah non, en fait, c'est pas drôle. L'obésité, c'est une maladie, quoi qu'on en dise. Puis en fait, le fait d'être gros, c'est pas drôle, quoi. Oui, Comme, c'est ça. comme C'est ça, le fait que quelqu'un soit trop maigre, c'est pas drôle Ouais, non voilà. plus. De dire qu'il est maigre comme un coton-tige ou un truc comme ça, c'est pas drôle non plus, en fait, en soi. Ça, c'est pas la scène de Hagrid qui met une queue de cochon à Dudley. On a tous trouvé ça drôle, en fait, et on peut toujours continuer à trouver Ouais, mais ça on était drôle. dans les années fin 90. Mais en vrai, en 2022, ça passe plus. Hein. Enfin, Non. c'est genre... ah oui, Dudley, c'est un cochon. Dans les années 90, tout le monde riait de Michel Leb qui faisait l'asiatique. Dans les années 90, on avait un autre humour, hein, clairement. Comment t'arrives à balancer des noms comme Michel Leb dans ce podcast? Ça, c'est un talent que t'as de podcasteuse qui est incroyable quand même. Michel Leb, je vois pas comment tu le déterres celui-là. Je suis beaucoup plus vieille que toi et jamais j'aurais fait cette référence. Non, mais parce que, en fait, Michel Leb et son sketch qui imite un asiatique, Ah oui, je trouve que c'est le sketch qui représente le plus l'humour dépassé des années 90. Et à quel point on avait un autre humour sans... En fait, dans les années 90, les gens rigolaient sans se douter que ça pouvait offenser quelqu'un, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il n'y avait pas la notion d'offenser. Et je trouve que Michel Leb, qui fait encore son spectacle aujourd'hui avec ce sketch, Ah bon? je trouve que c'est le meilleur exemple. Tu vois. Faut qu'on ait le vent en spectacle. Non. Eh ben, prenez-moi une place en même temps, parce que je ne sais Allez. pas de quoi on parle. Allez, et on peut en faire une story pour les auditeurs. Ça a l'air génial. Donc, pour le bien-être de Dudley, un régime a été instauré tant bien que mal dans la souffrance et les larmes. Et Pétunia a imposé le même régime pour tout le monde pour ne pas tenter Dudley d'aller chipper dans l'assiette des autres. Fini les sodas, les confiseries et les hamburgers. Et bonjour l'alimentation healthy, faite de fruits et de légumes, que Vernon appelle de la nourriture pour lapins. Ah, j'ai envie de dire à Vernon, là c'est le petit côté végétarien, mais en vrai on est plus proche des lapins herbivores que des mammifères carnivores. Mais bon. mais mon grand-père, quand il mangeait jamais de salade, de choses comme ça, et quand on mangeait de la salade, mon grand-père disait toujours « Mais pourquoi je dois manger ça? Est-ce que vraiment je suis un lapin ?» Ça me fait un peu peur de voir le rapprochement avec Vernon. T'inquiète, mon père me sortait « Je ne suis pas une poule » quand je lui proposais de maïs. Ah, bah voilà. Le même humour. Voilà.
Mais en vrai, pour notre santé, si on avait que le choix entre les deux, il vaut mieux manger comme un lapin que manger comme un loup carnivore. Oui, 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 tout Il y a à quand fait. même un Après, il y juste a un milieu. entre Oui, un deux. juste milieu à trouver. On est des omnivores. Le régime n'empêche pas la tante Pétunia de continuer à faire du favoritisme parce que le quart de pamplemousse qu'elle donne à Harry est plus petit que celui de Dudley. Sans doute parce qu'elle juge important pour son fils de savoir qu'il mange toujours plus que son cousin. Et là, je me dis, c'est grave de penser ça. Et ça montre que le problème à la base, c'est pas Dudley, en fait, c'est ses parents. Et notamment sa mère. C'est grave de penser, genre, il faut que Dudley ait une plus grosse part de pamplemousse, quoi. Et puis finalement, si Dudley il a des problèmes de poids, C'est un peu de leur faute. C'est totalement de leur faute parce que c'est pas Dudley qui va faire les courses. Ouais. Bah, dans ce cas-là, Et Vernon aussi a des problèmes de poids aussi. Ouais. Sauf que ce que la tante Pétunia ne sait pas, c'est que Harry, en vérité, le petit malin, il suit pas du tout le régime imposé par les Dursley. Dès qu'il a appris à propos du régime, il a utilisé Edwige pour demander à ses proches de lui apporter à manger, ce qu'ils ont fait sans décevoir Harry. Hermione lui a envoyé de la nourriture sans sucre, du fait que ses parents soient dentistes. Hagrid, il a envoyé ses traditionnels biscuits impossibles à manger. Et surtout, il y a Madame Weasley qui l'a gâté avec plein de cakes et de pâtés. D'ailleurs, le paquet était si lourd que Errol avait dû se reposer toute une semaine dans la chambre de Harry avant de repartir. Le pauvre Errol. On en parle des pâtés de Madame Weasley? Genre, pourquoi des pâtés, quoi? Pâté? Des pâtés de gnome. Ah. Des pâtés de quoi? Genre, moi, si j'étais... Pourquoi ça te choque des pâtés? Je sais pas, genre, si j'étais en manque de nourriture, par exemple, voilà, et que je demande à mes amis, vous pouvez pas m'amener un peu de nourriture, j'attendrais pas forcément qu'on m'envoie des pâtés, tu vois. C'est pas plutôt des terrines? Ah, je sais pas. C'est traduit par pâté, en tout cas, dans le texte. Oui, pâté, terrine, c'est la même chose. Après, c'est vrai que c'est pas très pratique à manger. Sans pain, sans rien. Comme ça, le pâté à la cuillère, direct dans le bocal, c'est pas... Bon, c'est nourrissant, tu me diras, mais... C'est pas ce qu'il y a de plus ragoûtant. Si vous deviez... si vous étiez contraint de manger que des fruits et légumes, c'est quoi la nourriture qui vous manquerait le plus? C'est quoi que vous demanderiez à Madame Weasley de vous ramener? De la nourriture japonaise. Le Jap? Sushi, gyoza... Ah ouais. Un peu de nourriture chinoise avec des nouilles. Ton péché mignon. Voilà. Et toi, Vanessa? Des pâtes, simplement. Eh bah ouais, non seulement on est sardègue, mais en plus, on a le même amour pour la cuisine italienne. Ouais, moi, les pâtes. Ouais. Toutes sauces confondues. Tout à fait. Et toutes formes confondues. En plus de toute la nourriture reçue, Harry a aussi eu des gâteaux d'anniversaire de la part de Ron, Hermione, Hagrid et Sirius, dont 2 l'attendaient encore sous la lame de parquet. Donc autant dire que Harry ne dit rien en mangeant tranquillou son petit bout de pamplemousse, contrairement à Vernon qui grogne aussi fort que son fils. Après, en vrai, c'est super bon du pamplemousse. Bah ouais. Certes, mais un quart de pamplemousse en petit-déj... Ouais. Surtout si t'as l'habitude de manger du bacon, des pancakes comme les Britanniques, parce qu'eux, ils déconnent pas avec le petit déjeuner. Hein. À ce moment-là, la sonnette de la porte sonne et Vernon va ouvrir. Dudley en profite pour dévorer la part de son père. Il est grave, quoi. C'est Koh-Lanta, le truc, quoi. C'est Sirius. Oui, c'est Sirius, c'est notre chat Sirius. Ouais. Lorsque Vernon revient dans la cuisine après avoir refermé la porte d'entrée, il est hors de lui et il ordonne à Harry de venir le suivre dans le salon. Vernon lui demande de s'expliquer, mais Harry fait comprendre à son oncle qu'il ne voit pas de quoi il parle, le tout le plus poliment possible, sachant à quel point le régime le rend encore plus agressif que d'habitude en ce moment. Le gars est quand même au niveau agressivité au plus haut niveau qu'on connaisse, et là, en plus, il est encore pire avec le régime. Quoi. Il fait penser à moi hier avec ma diminution de sucre dans mon thé. Ah. Vas-y, explique. Enfin, moi, j'étais pas là, mais... Bah non, si, t'étais là, justement. Ah oui. Et j'essaye de diminuer les mauvais sucres, en fait, dans mon alimentation. Donc, notamment, je sucre mon thé un peu beaucoup. De sucre dans le thé, c'est vraiment beaucoup. Donc, je diminue petit à petit. Et hier après-midi, j'ai bu un thé sans sucre. Et quand je l'ai expliqué à Jérémy, j'étais un peu trop agressive en parlant de mon thé sans sucre, à tel point que je sais pas pourquoi. C'est comme si je Ah oui, avec le cappuccino, parce que tu me disais, oui. Mais attends, t'en bois pas tous les jours des cappuccinos, c'est sucré et tout. Et tu me dis, bah parce que moi, regarde, là j'ai bu un thé sans sucre cet après-midi, et ça va quoi, ça... je vais bien.
J'étais hyper agressive inutilement, je m'en suis pas rendu compte. En fait, sa façon de me le dire contredisait ce qu'elle était en train. Ça allait pas du tout. Toujours dans l'excès. Non, je suis un peu pareil. Genre, moi, le thé, le café, c'est sucre. Mais je sais que c'est pas bien. Mais il faut essayer la stevia. Hein. Ah ouais. Faudrait que Vernon, il essaye ça aussi. Ah oui. Au moins sur le pamplemousse. Et des calmants aussi, hein. Le pauvre. Hein. Une petite camomille. Voilà, camomille lifestyle pour l'oncle Vernon. Justement, l'oncle Vernon apprend alors à Harry qu'une lettre est arrivée à son sujet. Il la lit à voix haute. C'est une lettre de monsieur et madame Weasley adressée aux Dursley. Dans la lettre, Molly et Arthur leur demandent l'autorisation d'accueillir Harry pour l'emmener voir la finale de la Coupe du Monde de Quidditch qui aura lieu dans quelques jours. C'est une occasion unique parce que ça fait 30 ans que la Grande-Bretagne n'a pas accueilli le tournoi et grâce à son travail, Arthur est parvenu à obtenir de précieux billets difficiles à avoir. Ça m'a rappelé des souvenirs quand j'essayais d'avoir des billets de l'Enfant Maudit à Londres au tout début de la pièce. Impossible à avoir. Les Weasley précisent qu'ils seront heureux de garder Harry avec eux jusqu'à la rentrée et qu'une réponse par la voie normale, sorcière, serait préférable parce qu'ils ne sont même pas sûrs que le facteur Moldus sache où ils habitent. Et d'ailleurs, à ce propos, Madame Weasley précise dans sa lettre qu'elle espère qu'il y a assez de timbres sur l'enveloppe. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'oncle Vernon est furieux, parce que lorsqu'il lui montre l'enveloppe littéralement couverte de timbres, Harry se réfrène de rire et il en conclut calmement qu'il y a assez de timbres, effectivement. Alors c'est drôle et en même temps c'est un exemple encore là une fois que les sorciers sont un peu bêtes quand même hein, quand il s'agit de s'adapter à la vie moldue. Tu vois, ça m'a fait penser par exemple quand Ron hurle dans le téléphone. Je veux dire, dans Harry Potter, dans les livres en tout cas, ils savent même pas enfiler un jean et un t-shirt. Ils sont vraiment bêtes quoi. Pourquoi couvrir la lettre, l'enveloppe de timbres quoi. Ah là là, sacré sorcier. Peut-être parce qu'elle n'est pas allée à la poste poster sa lettre. Elle a acheté des timbres et elle l'a fait elle-même. Du coup, elle savait pas combien en mettre. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Molly Weasley à ce moment-là. Mais c'était pas très rationnel. Si Vernon est en colère, c'est parce que le facteur a remarqué la lettre, évidemment, et qu'il a sonné à la porte parce qu'il trouvait ça drôle. Et s'il y a une chose dont les Dursley ont horreur, bien sûr, c'est d'être associés à n'importe quoi de bizarre ou d'anormal. Bon, par contre, avoir un fils qui bully les autres et qui met sa santé en danger, ça va. Mais par contre, recevoir une lettre un peu bizarre, ça va pas. Chez les Dursley, ça va pas. Oui, mais c'est normal. Alors vas-y, développe. Pourquoi c'est normal? Bah parce qu'il n'y a pas de magie. Ouais. Tout pendant qu'on parle pas de magie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, c'est le paradoxe hein, des Dursley. C'est leur maladie, hein, voilà. Ouais, clairement. Harry tente de se faire le plus discret et le plus gentil possible parce qu'il meurt d'envie d'aller à la Coupe du Monde de Quidditch, bien entendu. Il attend que son oncle reprenne la parole, mais voyant qu'il ne fait que de le regarder d'un air suspicieux, Harry lui demande si c'est bon, s'il peut aller rejoindre les Weasley. Un duel sévère se passe dans la tête de Vernon. S'il accepte, Harry serait l'ado le plus heureux du monde, ce que Vernon aurait sûrement du mal à supporter. Mais d'un autre côté, il arriverait à se débarrasser de son neveu 2 semaines plus tôt, et ça serait le bonheur. Vernon suspend sa décision le temps de pinailler sur quelques détails. Qui est cette Madame Weasley? Tout en évitant le nom de Poudlard Express, rappelant l'existence de la magie à son oncle, Harry lui explique que c'est la mère de son ami Ron. Il l'a rencontrée lorsqu'elle attendait ses enfants sur le quai en revenant de l'école. Je passe toute la partie où Vernon se rappelle de Madame Weasley et la qualifie de rondelette. Ouais. Pour s'assurer. Ouais. On va passer le débat encore. Ouais, C'est il peut parler. l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. C'est un peu ça. Ouais. Et puis en plus, c'est quoi ça, le Quidditch? Harry lui explique que c'est un sport qui se joue sur les balles, mais balai volant n'est pas le vocabulaire que Vernon supporte d'entendre dans son propre salon. Et puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire la voix normale? Vernon fait mention à la phrase « que vous nous adressiez votre réponse par voix normale ». Harry lui répond que la voix normale chez les sorciers fait référence au hibou. En entendant cette définition de la normalité, Vernon est scandalisé. Normalité et sorcier, n'importe quoi. Et si quelqu'un entend ces ignominies? Un teint prune trop mûr s'affiche sur le visage de son oncle. Comment ose-t-il faire allusion au paranormal sur son toit? Je dis paranormal, c'est surnaturel. Ouais.
Lui et Pétunia l'ont habillé. Enfin, parce que Dudley ne voulait plus de ses vêtements. N'oublie pas de préciser Harry qui porte justement des vêtements trop grands pour lui. Justement, sur le surnaturel et le paranormal, toi, avec tous tes podcasts et tes vidéos que t'aimes regarder sur le paranormal, en fait, les Dursley, ils t'aimeraient pas trop, je pense. Non. Mais je pense que même sans magie, je crois qu'on avait déjà eu la conversation, mais même sans magie, je pense que Vernon et Pétunia, pour eux, si quelque chose sort de leur cadre de vie bien déterminé, c'est anormal. En fait, ils ont vraiment une définition de la normalité subjective. Et pour eux, si tu sors de cette définition, t'es pas normal de toute façon. Je pense qu'ils sont vachement jugeants aussi envers les autres moldus. Mais comme disait Vanessa dans La Plume à Papote, là, au début d'émission, je trouve que c'est vraiment le côté cartoon d'Harry Potter, la particularité des Dursley. Parce que c'est quand même bizarre ce trait de caractère, c'est que vraiment, ils supportent pas la magie. Parce que par exemple, ils supportent pas la magie parce qu'ils ont peur que le voisinage sache qu'on parle de balais volants dans leur salon, alors que techniquement, c'est un peu impossible, hein, même si les fenêtres sont ouvertes, et voilà. Et par contre, que leur fils sorte le soir dans la rue et que tout le monde sache que c'est un délinquant, ça les choque pas. Tu vois, il y a une espèce de truc. Pour eux, Dudley, c'est pas un délinquant, c'est juste un mal Oui, alpha. Ouais, puis non, c'est leur dit de lounoucher, quoi. Ouais, ils sont complètement aveugles. En fait, ils veulent pas être discrets, ils veulent pas ne pas être repérés. Et c'est juste qu'ils supportent pas la magie, quoi. Ça me paraît toujours un peu bizarre, tu vois. Je comprends pas ce trait de caractère. Ah, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent pas contrôler. Oui, déjà. Ils en ont peur. Et puis, je pense aussi que ça vient de la jalousie de Pétunia par rapport à Lily. Ça, c'est vrai, qui a inculqué ça à Dudley, à Vernon, pardon. Et qui a dû très certainement tout lui raconter quand ils ont eu Harry, en lui disant que sa sœur était un monstre, que son fils serait certainement comme lui, que machin, la magie c'était mal, nanani, nana, c'était dangereux. Et du coup, Vernon, il a écouté sa femme, hein. C'est ça. Mari qui se respecte. C'est impressionnant de voir à quel point quand même Vernon rejoint sa femme là-dessus, quoi. Ils se sont bien trouvés les deux. Après, je pense que Vernon, lui, ne connaît pas du tout cet univers-là, donc il en a peur, tout simplement. Ouais. Je pense que comme il n'y connaît rien, il a peur. Plus ce qu'a dû lui raconter sa femme il y a des années, voilà, ça a fini de le convaincre. Et puis, voilà, du coup, c'est pour ça qu'il ne veut pas en entendre parler. Et que dès qu'il se passe quelque chose d'un peu anormal, paranormal dans la maison, il sursaute, il a peur. Enfin, ils se cachent tous, quoi. Ils ont vraiment peur de la magie. J'imagine bien les Dursley si jamais leur maison était hantée, tu vois, qu'il y avait un fantôme qui les hante. Ça serait trop drôle. Et du coup, quand tu as peur de la magie, après tu fais comment? Tu peux pas faire venir un médium pour faire purifier ta maison? Bah non, ouais, tu peux rien faire. C'est mal, t'es obligé de déménager. Bah c'est ça, je pense qu'ils feraient exactement ce qu'ils font dans l'école des sorciers, c'est de prendre la voiture, de partir le plus loin possible sur une île déserte, et voilà, seul ici possible. En effet, je pense que ça serait le cas aussi. Vernon intime Harry de ne pas lui parler sur ce ton. Mais finit l'époque où Harry se soumettait aux diktats de cette famille. Il va tout faire pour assister à la Coupe du Monde de Quidditch, que Vernon accepte ou non. Et pour ça, il sait très bien quel mot prononcer. Ok, il n'irait pas à cette Coupe du Monde. Désormais, il souhaite monter dans sa chambre pour écrire à Sirius. Bingo! Déjà que le visage de Vernon a une teinte de prune pas mûre, mais là, c'était entre le visage pâle par endroits et la glace au cassis périmée par d'autres. Les métaphores de J.K. Rowling, hein, comme à chaque fois. Vernon prie sur lui pour garder son plus grand calme, pour demander si Harry compte vraiment écrire à Sirius. Mais oui, bien sûr, Harry va écrire à Sirius. Ça fait trop longtemps que son parrain n'a pas une nouvelle de lui. Faudrait pas qu'il pense que quelque chose se trame. Harry s'arrête de parler pour savourer ce moment. Les pensées de Vernon se matérialisent devant Harry. Alors, s'il empêche son neveu d'écrire à son parrain, Sirius serait certainement alerté par le silence d'Harry. Ça y est, Vernon est ferré. Harry peut aller à la Coupe du Monde de Quidditch et rester chez ses amis jusqu'à la fin des vacances. Mais bon, qu'il écrive à ses Weasley pour qu'ils viennent le chercher. C'est certainement pas lui qui va le conduire à travers le pays. Ah, comment... En plus, je sais même pas où ils habitent, oui, les Weasley. C'est débile. Et puis oui, c'est ça.
Et puis Harry est quand même... là, on voit bien un peu le côté, pas manipulateur, mais il a beaucoup de réparties dans les livres, Harry. Et il sait comment manipuler les Dursley, quand même. Là, c'est du chantage, hein, ce qu'il fait. Hein. Il leur fait croire que Sirius va venir les tuer si jamais. En même temps, il a bien raison d'utiliser la seule arme qu'il a finalement contre eux. Hein. Déjà, il va pas l'avoir longtemps. Oui. Malheureusement. Et autant qu'il s'en serve, hein, parce que c'est le seul moyen pour avoir gain de cause. Donc bon, après, face à des gens comme ça, franchement, tu as peu de scrupules. Hein. Tu utilises ce que tu as sous la main. D'ailleurs, ça me fait penser à une scène au début du Prince de Sang Mêlé, si je me trompe pas. En fait, Harry ne dit pas que son parrain est mort. Et en fait, ils l'apprennent de Dumbledore quand il vient chez les Dursley. Ils sont là, mais ton parrain, il est mort, tu nous as même pas dit. Du coup, là, ça me fait revivre la scène de la mort de Sirius qu'on a vu au cinéma il y a pas si longtemps. Et cette scène, quand je l'ai revue, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. T'es toujours dans le déni. En fait, sa mort, elle est tellement... aussi bien dans le livre que dans le film, elle est soudaine. Soudaine, mais douce en même temps, trop douce, à tel point qu'on s'en rend pas compte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, moi, j'étais là, je fais, mais non, mais il peut pas pas... se dire que ça y est, Sirius est mort. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il peut revenir du voile ? Est-ce qu'il se transforme en fantôme ? Est-ce qu'il est piégé dans un autre monde ? Enfin, je sais pas. Il y a eu un Avada quand même, mais je sais pas. Moi, je me demande si le voile est pas là aussi pour créer cette ambiguïté chez Harry, parce qu'il a vu Cédric Diggory mourir à la fin de la Coupe de Feu. Il a même ramené son cadavre à Poudlard. Donc Harry, il a été confronté à la mort. Et je pense peut-être que J.K. Rowling voulait que pour son parrain, la pilule soit plus difficile à accepter. Et pour qu'elle soit plus difficile, il fallait pas qu'il meure comme Cédric Diggory est mort. C'est-à-dire il fallait pas qu'il reste de corps, en fait. Il fallait qu'il disparaisse. Et c'est pour ça que ce voile au département des mystères, c'est un outil magique assez pratique, parce que Harry peut pas faire son deuil de cette manière. Je trouve que c'est assez malin de sa part, parce que ça complexifie l'acceptation de la mort de son parrain davantage, en fait, qui meurt de cette façon. Retenant sa joie de ne pas tout gâcher, Harry croise Dudley dans le couloir, qui écoutait aux portes, bien sûr. Ce pauvre Dudley doit être bien déçu de la tournure de la situation. En arrivant dans sa chambre, Harry découvre avec plaisir qu'Edwige est de retour. Mais elle n'est pas seule. Elle semble être accompagnée d'une balle de tennis qui heurte violemment la joue d'Harry. Mais ce n'est pas une balle, c'est juste un petit hibou surexcité d'avoir laissé une lettre. Nous allons venir te chercher, que ça plaise ou non à tes moldus. Il n'est pas question que tu manques la Coupe du Monde. Mais papa et maman pensent que ça sera mieux de faire semblant de leur demander la permission d'abord. S'ils sont d'accord, renvoie-moi Coq avec ta réponse illico presto et on viendra te chercher à 5h de l'après-midi dimanche prochain. S'ils ne sont pas d'accord, renvoie-moi Coq illico presto et on viendra quand même te chercher à 5h de l'après-midi dimanche prochain. Hermione arrive cet après-midi. Percy a commencé à travailler au département de la coopération magique internationale. Surtout, ne lui parle pas de quoi que ce soit qui concerne des pays étrangers si tu ne veux pas étouffer sous des discours à mourir d'ennui. À bientôt, Ron. Coq ? En quoi ce petit hibou ressemble à un coq ? Et puis en plus, le fameux Coq doit se calmer. Il est toujours en train de fêter la livraison de sa lettre, mais Harry a besoin de lui pour l'envoi de la réponse à Ron. Trop surexcité, il vole au-dessus de la cage d'Edwige, qui lui fait un regard à la Weasley. Donc ça veut dire un regard un peu... Enfin, pas très sympa, quoi. Juste un petit point sur Coque-Sigru, que je dis Coque-Sigru, je sais pas pourquoi il faut dire Coque-Sigru, c'est ça parce que ce nom, il est un peu bizarre. Et voilà, juste un petit point sur la traduction, parce que ça m'intéresse toujours. En anglais, ça se dit Pigwidgeon, et son diminutif, c'est Pig. Donc Pig, ça veut dire cochon. Cochon. Ouais, cochon en anglais. Et en fait, juste sur l'étymologie de la version originale, en fait, Widgeon, donc Pigwidgeon, Widgeon, c'est une variété de canard. C'est un canard siffleur. Et puis, il y a aussi la sonorité de pigeon, qui veut dire pigeon en français, c'est pareil. Donc, en gros, ça mélange le cochon, le canard et le pigeon. Et Jean-François Ménard, le traducteur francophone, il a traduit ça par coq-sigru. Ce qui est intéressant, c'est que ça mélange aussi des animaux, mais ça mélange d'autres animaux, parce qu'on a le coq, ça peut faire penser à la cigogne aussi,
et à la grue, qui est un animal. Donc, tu as le coq, la cigogne, la grue. C'est pas le cochon, le canard et le pigeon, mais on a quand même mélange d'animaux. Mais c'est surtout, je savais pas, mais en fait, c'est une créature imaginaire qui est préexistante à Harry Potter, vous le saviez? Ah non? Bah voilà, bah en fait, c'est une créature imaginaire qui apparaît, je crois, pour la première fois dans Gargantua de Rabelais. Voilà. D'accord. Ah oui, Rabelais, en effet. Bah oui, Rabelais, en effet, vous êtes sur la fréquence 9 3/4, bien sûr. Je le lisais pas plus tard qu'hier. C'est mon livre de chevet, bien sûr. Bienvenue sur France Culture. Et aussi, ce que je ne savais pas, c'est que coq-cigru, c'est aussi un nom féminin dans la langue française. En fait, ça signifie baliverne, absurdité. Donc, ça marche au Scrabble. Vous pouvez mettre coq-cigru, ça marche. Ou vous pouvez dire, dans la fréquence 9 3/4, Jérémy ne raconte que des coq-cigrus. Voilà, c'est français, c'est correct. Voilà pour le petit point traduction, étymologie. Intéressant. Eh oui. Oui, carrément. Merci, Wiki Jérémy. J'ai bien fait de venir, j'ai appris quelque chose. Bah ouais. Bah, y a un interrogatoire à la fin de l'émission, hein, attention. Oh, purée. Carrément un interrogatoire. Il y a plus de Bertie Crochu, mais il y a des points, attention, je plaisante. Une fois le message envoyé par le minuscule hibou, Harry demande à Edwige si elle veut faire un long voyage. Mais bien sûr qu'Edwige veut faire un long voyage. Elle est un peu fière, Edwige. Ah ouais, elle a une fierté. Ouais. Après un mordillement affectueux à Harry, Harry se lance dans le voyage pour transmettre la lettre à Sirius. Bon, Edwige. T'as dit Harry. J'ai dit qui? Harry. Ah bon? Harry s'envole par la fenêtre. Ah, on n'a pas lu le même livre. Après un mordillement affectueux à Harry, Edwige se lance dans le voyage pour transmettre la lettre à Sirius. Attends, je suis resté sur Harry qui s'envole. Quel Icare avec des ailes. Dit Caroline en roue libre. Bon, en fait, Harry, il est trop précédé à la Coupe du Monde de Quidditch. Il a des ailes qui poussent et il y va en volant. Voilà. Après un mordillement affectueux à Harry, Edwige se lance dans le voyage pour transmettre la lettre à Sirius. Après avoir suivi du regard le plus loin possible Edwige, Harry mange la part de gâteau d'anniversaire cachée sous la lame de parquet. À cet instant, Harry profite de son bonheur. Mange un gâteau alors que Dudley se contente d'un pamplemousse. Il va quitter Private Drive avant la fin de l'été. Il va participer à la Coupe du Monde de Quidditch. Et sa cicatrice est normale. Tout ça lors d'un magnifique été que rien ne peut assombrir. Même pas Voldemort. Merci Marina pour ce chapitre 3, l'invitation. Merci Jérémy et merci Vanessa. Bah oui, merci Vanessa. Merci Jérémy, merci Marina. On s'est tous invités merci pour ce chapitre 3. Merci. L'heure est au renommage du chapitre. Et pour sélectionner un personnage qui nous a marqué dans le chapitre, Vanessa, est-ce que tu y as pensé ou pas à renommer, si tu devais renommer ce chapitre, quel titre tu donnerais? Alors, en titre, je donnerais Une lettre inattendue. Oh. Tout simplement parce qu'il y a un petit côté ironique sur le titre du chapitre, Une lettre inattendue. Du coup, dans le chapitre, tu t'attends forcément à ce qu'il y ait une lettre. Du coup, c'est un petit peu ironique pour le lecteur. Et aussi, c'est une petite référence pour Marina. Pour un épisode, l'épisode d'il y a 15 jours, avec sa superbe référence au Seigneur des Anneaux. Et là, du coup, je me suis dit, je vais faire une petite référence en même temps avec un voyage inattendu, le Hobbit, tu vois. Ah oui. Je pense que Spécial casse dédié pour Marina. j'ai mis en colère plusieurs personnes, dont un de mes collègues. Moi, j'étais morte de rire. Attends, c'est Gandalf le gris contre Gandalf le blanc. Mais surtout quand Jérémy, tu parles, c'est Saruman, et Marina dit, qu'est-ce que c'est Saruman? Je sais pas. Et du coup, c'est quoi un hobbit? Je me suis tapé une barre. J'en ai parlé à Maxime, donc mon mari. Après, et du coup, il disait, mais Marina, elle a fait une référence au Seigneur des Anneaux. Et du coup, je rigolais. Bah, on en attend d'autres.
On attend les autres références. Et puis, moi, j'aimais beaucoup, surtout, Jérémy qui ramait parce qu'il comprenait pas. Mais c'était le même personnage qui avait mal tourné, machin. Enfin, bon, bref, c'était très drôle. Et voilà, je voulais faire une petite référence, une petite case dédiée à cette référence ratée qui était très drôle. Moi, en plus, ça me fait exploser de rire de parler d'un truc et qu'on maîtrise pas. Tu vois, par exemple, le Floodcast, ils font ça. Le Floodcast, ils font des critiques de films qu'ils ont pas vus. Et je trouve ça à exploser de rire. Et donc, on attend tes autres références à l'univers de Tolkien. Mais en même temps, tout n'est pas écrit, en fait, dans notre épisode. Non. Ça, c'était écrit, ça, par contre. Voilà, c'est dans le script. Pardon. On a un fil conducteur, mais par exemple, on a des digressions, comme vous savez bien. Et ouais, en fait, je m'y connais pas dans Le Seigneur des Anneaux, mais j'avais envie d'essayer de faire des références. Et oui, parfois, on parle de sujets qu'on maîtrise pas, mais c'est comme dans la vie. Et puis, c'est pas grave, quoi. Oh, puis on a déjà dit des grosses conneries. Hein. Les fans du Seigneur des Anneaux m'excuseront. Mais du coup, j'ai eu le droit à ce que j'ai raconté l'anecdote à un de mes collègues qui est absolument fan du Seigneur des Anneaux. Et du coup, pendant ma pause déj, j'ai eu le droit au résumé du premier et deuxième film. Et ça m'a convaincue que j'adhérais pas du tout à l'univers. C'était très long pour moi. J'ai fini les yeux dans le vide. T'as raconté Tom Bombadil et tout. Le chapitre qui n'a pas été adapté, non? Je sais plus, sincèrement. À un moment, j'ai décroché. Elle n'a pas écouté. Du coup, Marina, elle a gagné un ticket avec moi pour regarder les 3 versions longues ce week-end. Non, je Trop bien. Bah oui, moi j'aimerais bien. Mais cool, je vais faire des grosses siestes. Et ton renommage de chapitre, Marina? Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 3, à la faveur de l'été. Attends, c'est... Autre référence, mais... C'est à la faveur de l'automne, normalement, non? Oui. Ah, ok, d'accord, ok. Ah, t'as mix-up un peu. Le chanteur tété. Bah moi, c'est une référence musicale aussi. Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 3. Vernon a accepté par erreur son invitation. Il a dû se courir dans l'heure. Il a dû se planter dans la saison. Je connais pas. Tu connais pas? Comment? Attends, Vanessa, t'as reconnu ou pas? Bah oui. Ah oui, tu me rassures. Louise Attaque. Oh là là. Elle a accepté par erreur mon invitation. Enfin, je connais Louise Attaque, mais Gaëtan Roussel. Enfin, Louise Attaque. Non? Bon, bah, j'espère que les auditeurs, vous l'avez eu parce que je suis quand même une magnifique voix, il faut l'avouer. Bah oui, tu as le rythme dans la peau. Alors, Marina, par contre, tu connais Michel Leb, mais tu ne connais pas Louise Attaque. Non, mais Louise Attaque, je connais. Je connais Louise... Pardon. J'aurais dû faire Michel Leb. Je connais Louise Attaque, mais pas la chanson. Jérémy, il va falloir faire quelque chose. Ah non, mais j'ai des références très, très spéciales. Hein. C'est vrai que c'est quand même un tube qu'ils ont fait, mais leur plus connu, c'est pas celle-là. Et Louise Attaque, je connais que Je t'emmène au vent. Ouais, voilà, tout. elle est bien, hein. Je t'emmène au vent. J'avoue que, voilà. Et je la chante particulièrement Yaourt, à part Je t'emmène au vent, je l'avoue. Et tu sauras que les hommes n'est pas artificiel. On va faire brancher YouTube, Spotify ou Deezer après pour pallier ce manque quand même. Hein. Et si vous deviez retenir... Et toi, Jérém? Ah si, ça y est, tu... Ah là là, le rhume saisonnier. On est en train de faire Marina. Mais moi, je veux bien te le refaire si tu veux. Hein. Et allez, encore un tour. Vernon a accepté par erreur son invitation. Non, j'attends. C'était déjà suffisant la première fois. Vanessa, si tu devais retenir un personnage, est-ce que tu en as un en tête? Oui, évidemment, c'est Vernon. Ah. Parce que j'aime bien la petite torture que Harry lui fait subir. Oui, c'est vrai que c'est de la torture. Parce que t'aimes bien son éducation. Ah oui, tout à fait. Je vais appliquer la même à mes enfants. Les modèles, les Dursley. Voilà. Ils ont déjà leur petit placard sous l'escalier qui les attend. Hein, c'est parfait. Non, juste parce que là, pour une fois, c'est Harry qui tient la barque et qui arrive à faire ce qu'il veut. Et du coup, je suis contente de voir Vernon se défricher la moustache, là. Et ça me fait très plaisir. Voilà. C'est satisfaisant, ouais. C'est ça, un petit plaisir coupable. Et toi, Marina? Harry, pour son move à l'encontre de sa manipulation psychologique. Et j'aime bien Coxigru et Edwige aussi. Ok. Ils sont trop chauds. C'est un peu...
Edwige et Coctigruche voient un peu la relation Sirius et Weasley, en fait. Oui, Coq qui tourne autour de Edwige et Edwige qui est là en mode mais qu'est-ce que tu fais, arrête ça C'est tout ça. de suite. Ouais. Et toi? Bah moi je pensais à un hibou mais à Hyrule en fait parce que il a quand même dû se reposer 5 jours après avoir livré les pâtés de Madame Weasley. Hein. On oublie Hyrule. Puis sinon le facteur aussi me fait marrer parce que attends, le facteur il a quand même pris le temps de sonner et dire regardez ce que j'ai reçu pour vous, c'est trop drôle. donc voilà, mais non, sinon en vrai je retiendrai Hyrule. Ah, ou sinon, je retiendrai les pâtés. Ils ont bien bourré l'estomac d'Harry. Bon, j'ai toujours pas compris les pâtés. Le pamplemousse. Ah oui, le quart de pamplemousse. Ou Madame Weasley, là, en hommage à sa oui. cuisine. Ouais. On peut aller très loin comme ça. Oui. Il est temps de passer à la volière. Et on commence par un premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Marion. Coucou Marina, coucou Jérémy. Voilà, ça fait un moment que je vous écoute et que je n'ai jamais vraiment osé vous faire un petit message vocal. Du coup, j'étais en train de vous écouter là sur un précédent épisode et vous aviez une grande discussion par rapport aux Horcruxes qu'avait volontairement et involontairement créé Voldemort. Et Jérémy, tu disais que pour toi, il était vraiment très important dans la tête de Voldemort que celui-ci puisse avoir un objet appartenant à chacun des 4 fondateurs de Poudlard et qu'il aurait probablement choisi l'épée de Gryffondor pour faire un Horcrux lui permettant de compléter cette collection. Moi, je me dis que hypothétiquement, s'il avait réussi à trouver cette épée et s'il avait tenté d'en faire un Horcrux, à mon avis, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que l'épée de Gryffondor est remplie d'une magie vraiment très très importante et elle sert d'ailleurs à détruire les Horcrux comme le médaillon. Et la bague de Gaunt, je crois, me souvenir que Dumbledore a utilisé ça aussi. Bref, à mon avis, Voldemort aurait peut-être essayé d'y insérer un Horcrux, mais la magie de l'épée aurait fait qu'elle aurait rejeté cet Horcrux et qu'il n'aurait jamais pu créer ça. Voilà, c'est une hypothèse, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre podcast. Il me permet de continuer à baigner dans l'univers d'Harry Potter et de pas toujours être obligé de lire les livres, enfin obligé, plutôt de me sevrer de cette lecture de livres, parce qu'elle est totalement nécessaire pour moi régulièrement dans ma vie. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et continuez comme ça. Merci Marion. Alors, est-ce que Voldemort aurait pu faire un Horcrux de l'épée de Gryffondor ? Ce qui est ma théorie. Alors moi, je pense que oui. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais... Oui, pour l'instant. Bah ouais, parce que moi, en fait, j'ai tendance à considérer l'épée comme une relique des fondateurs au même titre que le médaillon, le diadème ou la coupe. Et le détail qui a son importance, en fait, c'est que si l'épée, elle permet de détruire des Horcruxes, c'est pas parce que c'est l'épée de Gryffondor, c'est parce qu'elle a été imprégnée du venin du basilic. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec Ok, on est d'accord, ok. Donc c'est pour ça que pour moi, l'épée n'est pas plus puissante en soi que le médaillon, le diadème ou la coupe. C'est juste que ça a été rendu possible que l'épée puisse détruire des Horcruxes. C'est ça. Moi, c'est exactement la réflexion que j'avais eue en écoutant La Volière. Enfin, ce message-là, c'est que, en effet, l'imprégnation du venin étant bien postérieure à l'époque où où Voldemort a créé les Horcruxes, il aurait pu tout à fait faire un Horcrux dans l'épée de Gryffondor. Ça aurait été différent s'il avait essayé avec le Choix-Peau. Ouais. Parce que le Choix-Peau contient des parties de chaque fondateur au niveau de l'esprit. Donc peut-être que ça aurait été délicat de faire un Horcrux dans un objet animé. Je sais pas, après il a fait un Horcrux dans Nagini et dans Harry, donc peut-être pourquoi pas. Bah surtout que ça aurait été chaud parce que le Choix-Peau, il est utilisé pour répartir les élèves. Donc ils auraient été tous à Serpentard. Serpentard. Mince, on a un petit souci là. Il est détraqué le truc. Mais non, je pense qu'en effet, il aurait pu tout à fait faire un Horcrux dans l'épée de Gryffondor. Harry Potter, crève. Moldu. Dégage. Mais d'ailleurs, je me demande même quand Tom Jedusor vient voir Dumbledore pour la seconde fois pour lui demander le poste de professeur contre les forces du mal dans Le Prince de Sang Mêlé. Je crois même qu'il y a l'épée de Godric Gryffondor dans le bureau de Dumbledore.
je crois que Tom Jedusor la remarque. Enfin, Tom Jedusor qui est déjà devenu Voldemort. Donc je pense vraiment, en plus de ça, qu'il comptait réellement faire de l'épée sa relique, ce qui fait sens quand même, parce qu'il a le médaillon de Salazar, le diadème d'Helga Poufsouffle, le diadème de Serdaigle et la coupe de Poufsouffle, et ce qui manque, c'est Gryffondor, en fait. Et la relique de Gryffondor, c'est l'épée. C'est l'épée de Godric Gryffondor, donc je pense vraiment que c'était ce qu'il visait. Hein. Et ça aurait pu être possible à l'époque. Et pourquoi il n'a pas essayé de la voler, alors, dans ce cas-là? Bah parce qu'elle était, c'est Dumbledore qui l'a protégée, et puis je pense que Dumbledore, il était trop puissant, c'est le sorcier qu'il a toujours craint, Tom Jedusor. Ouais. Il n'a jamais essayé de se confronter à Dumbledore, il voulait se glisser comme un serpent, il voulait gagner la confiance de Dumbledore, être embauché en tant que prof, pour ensuite lui mettre à l'envers, en fait. Il voulait le manipuler, mais par contre, s'affronter directement à Dumbledore et lui voler l'épée, je pense qu'il n'y a jamais pensé. Ouais, mais après, il voulait pas vraiment de ce poste de professeur. C'était juste une excuse pour aller dans la salle sur demande planquer le diadème de Serdaigle. Alors après, Dumbledore dit que Tom Jedusor aurait quand même bien aimé, en gros, faire des élèves à Poudlard une armée. Je pense vraiment qu'il visait à être prof, alors peut-être pas à long terme, mais peut-être pour recruter des nouveaux mange-morts, de les formater pour qu'ils le rejoignent en fait. Ouais, ça, j'ai vraiment du mal à y croire parce que C'est dur, c'est dur. Tom Jedusor est quand même quelqu'un de très intelligent et il a beau être le pire manipulateur du monde, que Dumbledore accepte de lui donner un poste, même le poste de Rusère, tu vois, à Poudlard. À mon avis, il avait de l'espoir, le gars, hein, parce que je pense que Dumbledore est la seule personne au monde qui a su très rapidement qui il était vraiment. Ouais. Ou alors il s'est bien plus surestimé par rapport à Dumbledore, je sais pas. Ouais, il est naïf complètement parce que quand il vient revoir Dumbledore la seconde fois, il se prend une clim monumentale hein, parce que Dumbledore, il est au courant de tout, il sait qu'il a déjà des mange-morts qui sont à Préolard, etc. Enfin, il sait tout en fait et Voldemort, il tombe de haut à ce moment-là. Donc il a sous-estimé complètement Dumbledore. Ouais. Bah alors peut-être qu'il vient vraiment chercher un emploi, je ne sais pas. Ouais. Et nous passons au hibou sonore de Clarisse. Hello Marina, hello Jérémy, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens de finir la saison 3, j'attends avec impatience le début de la saison 4 et en attendant, je repassais sur d'anciens épisodes et je me posais une question sur le fonctionnement du basilic. Comment il choisit ses victimes? Est-ce qu'il faut nommer quelqu'un, ce qui supposerait que Tom Jedusor connaisse le nom des étudiants à Poudlard? Est-ce qu'il peut, entre guillemets, détecter ou sentir les némoldus ou est-ce que c'était un peu random et il a eu la chance de tomber sur des némoldus? Voilà, j'espère que vous pouvez répondre à ma question. Bonne journée, à très vite. Merci Clarisse pour ton hibou. Alors je pense pas que Tom Jedusor nomme les victimes, mais je pense que le basilic détecte les nés moldus. Non, j'allais dire le basilic est né pour ça, mais non, pas du tout. Mais je pense qu'il a été entraîné pour ça, en tout cas. Détecter les nés moldus, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pas trop. Non, moi non plus. Vous pensez que Tom Jedusor nomme les victimes? Ouais, parce que vraiment... Qu'il a choisi Colline et tout ça. Oui. Non, c'est des hasards. Ça, c'est des accidents à chaque fois. Déjà, de base, je pense que le basilic, il ne fait qu'obéir aux ordres de l'héritier. Oui, tout à fait. Pour qu'il sorte de sa tanière, il faut qu'il soit appelé. Ouais. Et je pense pas que le basilic puisse choisir de lui-même repérer un émoldu et prendre l'initiative de lui-même d'attaquer ce émoldu. Les victimes, du coup, c'était tous des hasards? Bah, c'est pour ça que moi, je pense que dans le cadre de la Chambre des Secrets, dans le tome 2, je pense que les victimes ont été désignées par Tom Jedusor via le journal intime et que Ginny a fait en sorte que le basilic les attaque eux. Ce qui est un hasard, c'est que en fait, le basilic n'a jamais pu les regarder dans les yeux. Mais par contre, je pense que les victimes étaient toutes désignées, mais peut-être sans doute par Tom Jedusor, parce que Ginny devait se confier dans le journal. Je pense que le journal, c'était un peu le Death Note. Ouais, c'est ça, c'est que Jedusor. il a dû targeter ses victimes parce que Ginny lui racontait trop de trucs et voilà, que Colin Crivet était un émoldu, elle a dû le dire au journal. Et du coup, le journal lui a dit de tout faire pour que le basilic attaque Colin Crivet, par exemple. Je sais pas, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas expliqué non plus noir sur blanc. Bah, donc, pas du tout. Ouais. Enfin, c'est juste préciser que le basilic obéit à un maître. Il n'agit pas de lui-même. Ce qui me fait dire quand même que du coup, les victimes sont désignées par l'héritier. Et en l'occurrence, Voldemort à chaque fois. Je sais pas si Vanessa, t'es d'accord avec ça? Oui, en fait, oui.
Ouais, tout à fait. Certes, le basilic, il est obligé de sortir parce que son maître l'appelle, mais il faut bien qu'il sorte pour quelque chose. Donc, en effet, à la base, c'était pour attaquer. Oui, mais donc, en effet, c'était pas des accidents. Le seul fait qui est bien, c'est qu'en effet, ils n'ont jamais vu le basilic dans les yeux, donc ils ne sont jamais morts. Mais Ouais. j'avais jamais réfléchi au fait de s'il est sorti, c'est qu'il a été appelé, donc c'est pour aller tuer quelqu'un. Donc, Bah, je pense que c'est quand même ce qui s'est passé, oui. Mais Bah oui, alors, tu penses que si son maître lui demande, il a la capacité de tuer un sorcier alors? C'est pas dirigé spécialement. Je sais pas, dans ma tête, le basilic, c'était Bah oui, vraiment regarde, il spécialement cherche pour les bien, Némoldus. il cherche à tuer Harry dans la chambre des secrets. Parce que, Ah oui, c'est vrai, Tom ouais. Jedusor lui demande. C'est un exécutant, hein, le basilic. Hein. C'est une créature qui est manipulée. Hein. Et Mimi Géniard, c'est une Némoldue ou c'est une sorcière? Non, c'est une Némoldu. C'est une Némoldue aussi? Ouais. Ah, d'accord. Après, de savoir, est-ce que effectivement c'est volontaire. Je sais pas, elle dit, elle est dans les toilettes, elle dit qu'elle entend une voix de garçon, comme c'est des toilettes pour filles, a dit au garçon de déguerpir, et c'est là où elle tombe sur le basilic. Mais est-ce que Tom Jedusor ne savait qu'elle était là, parce qu'elle y reste toute la journée, et que du coup, il en a profité pour jeter son basilic sur elle? Oui, alors peut-être. C'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être fait exprès de la part de Tom Jedusor. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de doutes autour de ça, mais je pense vraiment que le basilic, il agit pas tout seul. Enfin, j'ai tendance à penser ça. Ah oui, moi aussi, je suis sûre qu'il n'agit pas tout seul. Nous passons au prochain hibou sonore qu'on a un petit peu coupé et qu'on a reçu de la part de Adèle. Coucou la fréquence, alors j'avais une petite question pour vous. En fait, dans Harry Potter 5, Molly Weasley demande à Maugrey Folleuil de vérifier si c'est bien un épouvantard à l'étage du dessus dans l'armoire. Et donc Maugrey Folleuil vérifie. Et je me demandais si Maugrey Folleuil donc voyait la forme de l'épouvantard quand il était isolé. Ou si l'épouvantaire comprenait que Maugrey Folleuil le voyait et qu'il se transformait en donc ce qu'il avait le plus peur. Et voilà. Au revoir. Merci Adèle. Alors c'est une question, je crois qu'on a déjà évoquée, mais on la repasse parce qu'elle est passionnante. Personnellement, je pense que oui. Je vois pas trop comment l'épouvantard pourrait savoir qui l'observe alors que Maugrey Folleuil se trouve même pas au même étage. Donc il doit voir à quoi ressemble un épouvantard dans son état naturel. Par contre, qu'est-ce qu'il voit réellement? C'est un mystère. Je sais pas si vous êtes d'accord ou si... Xavier Dupont de Ligonnès. N'importe quoi. Pourquoi? Attends. D'habitude, c'est toi qui le sors comme ça, alors du coup, je perpétue ta tradition. En fait, T'aimes bien le caser comme ça. c'est vrai que j'aime bien quand on case Xavier Dupont de Ligonnès dans des... Tu le fais souvent dans la vie perso. Tu penses que en fait, un épouvantard, ça a la forme de Xavier Dupont de Ligonnès avant de se transformer. C'est grave. Je sais pas, moi je pense à un truc un peu informe, un peu comme ce qu'on voit comme un Obscurus dans les Animaux Fantastiques, un truc comme ça. Je l'imagine pareil. Ouais. Ouais. Un nuage de fumée noire qui bouge sans cesse, qui change de texture, de forme. Ouais. Mais oui, moi aussi, je pense qu'il doit voir sur l'épouvantard sous son état naturel. Du coup, ça doit être la personne quasiment au monde à savoir à quoi ressemble un épouvantard. Et soit dit en passant, je me demande, c'est quoi l'épouvantard de Maugrey Folleuil d'ailleurs? C'est quoi la plus grande peur de Maugrey Folleuil? Parce qu'on a l'impression qu'il a pas peur de grand-chose quand même, celui-là. J'ai une blague, mais elle est vraiment limite, elle est super nulle. Bah vas-y, et puis ça sera pipé si c'est trop nul. Non, mais en plus, elle est trop nulle parce qu'il n'y a pas de rapport, mais c'est juste à cause de l'œil de verre. Vas-y. Jean-Marie Le Pen. Je sais pas. Œil de verre contre œil de verre, je sais pas. Maugrey Folleuil, quand tu lis le livre, t'imagines Jean-Marie Le Pen. Mais non, je sais pas, c'est l'œil de... Ah, c'est bon, j'ai un rhume, là, je suis au bout de ma vie. Laisse-moi faire les blagues. D'ailleurs, dans le chapitre, on ne l'a pas évoqué, mais il y a l'oncle Vernon, à un moment, quand il juge les Weasley, il dit, et surtout Molly Weasley, il dit la petite femme potelette avec tous les rouquins. Et ça m'a fait penser à... Il y a un clip connu de Jean-Marie Le Pen, absolument horrible, et qui commence à se fighter avec des gens dans la rue. Je vais te faire courir, moi, le rouquin. Ouais, rouquin, je vais te faire courir. Donc ouais, moi, si Jean-Marie Le Pen devait être un personnage dans Harry Potter, ça serait plus l'oncle Vernon, je trouve. Ça serait clairement un mange-mort. Oui. Oui, clairement. Nous passons au hibou sonore de Charlie. Bonsoir la fréquence, j'espère que vous allez bien.
Petit 1, merci d'exister, de rendre mes pauses vachement plus agréables en vous écoutant. Petit 2, j'écoute à l'heure actuelle le chapitre 21 du tome 3. Vous parlez du retourneur de temps qui ne serait que... qui dans les films n'est que temporel et pas spatial. Sauf que quand Hermione apparaît dans le cours de divination, elle n'est pas passée par une porte, rien du tout, c'est un genre de paf, je suis là. Donc, finalement, est-ce que il n'est pas spatial également le retourneur de temps dans les films? Bref, je vous souhaite une bonne journée, à tout bientôt, je l'espère. Merci Charlie pour ton hibou. En effet, dans le film, elle se déplace dans l'espace également, au contraire du livre. Pour le coup, c'est le temps qui tourne autour d'elle. Non, c'est l'inverse. Non, c'était l'inverse. C'est l'inverse. Dans le film, c'est le temps qui se déplace autour d'eux. Et dans le livre, elle se déplace dans l'espace. Ouais. Après, Oui. ça dépend des moments hein, dans le film. En effet, à ces endroits-là, ça fonctionne comme ça, mais je pense que c'est plus un petit style cinématographique pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas comme d'habitude. Parce que quand ils retournent le temps, quand ils sont dans l'infirmerie, ils ne changent pas de place. Alors qu'à la base, ils ne sont pas du tout là à l'heure à laquelle ils remontent le temps. Ils sont en bas, près de la... Ah oui, elle est en train de foutre une patate à Malfoy. Donc, ils sont plus du côté de la cabane d'Hagrid. Donc, là, à ce moment-là, ils ne se déplacent pas spatialement, ils se déplacent temporellement seulement. Donc, je pense que les 2 premières fois où on la voit débarquer dans la salle de cours, c'est vraiment un effet cinématographique pour montrer que elle n'est pas comme d'habitude et qu'elle est en retard et que c'est Hermione, ça ne lui arrive jamais. Je pense que c'est juste des petits inserts d'indices. Ouais, parce que, en fait, même si le film est fidèle au livre et que Hermione peut se déplacer dans l'espace en même temps qu'elle se déplace dans le temps, même si dans l'infirmerie, c'est pas ça qui se passe, mais disons que dans les autres exemples, même si c'est ça qui arrive, je trouve ça bizarre parce que j'ai l'impression que dans le livre, Hermione, elle n'est pas capable non plus de transplaner un siège précis dans la salle de classe qui est fait pour elle. Par exemple, à la fin du Prisonnier d'Azkaban, dans le livre, Hermione, en fait, elle se déplace dans un couloir désert parce que elle s'imagine que le couloir est désert. Mais en fait, c'est approximatif. Elle n'est pas capable de savoir quelle place de quel bureau sera vacant, où elle peut transplaner. Donc c'est pour ça que je pense que ça marche pas. Et comme tu dis, Vanessa, je pense que c'est un effet cinématographique parce que c'est cool de le faire dans le film. Mais en vrai, dans la logique, malheureusement, il faut s'imaginer que Hermione se faufile dans la salle de classe. Parce que c'est pas possible qu'elle arrive et qu'elle apparaisse. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Je suis d'accord. Et en plus, il faut dire qu'il y a, dans le cinéma, il y a beaucoup de choses qui se passent en hors-champ. Oui, là, voilà. on se rend compte que Hermione est installée et en train de sortir ses affaires que quand Ron remarque qu'elle arrive. Donc, ça se trouve, elle est rentrée par la porte et elle s'est installée. Enfin, on ne sait pas. Ah ouais. Moi, je pense Après, que... les autres profs sont au courant, hein, qu'elles doivent être au courant, je pense. Ah ben non, c'est secret. Alors non, ils sont pas au courant. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a le retourneur de temps dans le livre, il permet de se déplacer dans l'espace, mais c'est pas non plus un objet si puissant que ça où tu peux apparaître exactement là où il faut, quoi. C'est pas, ça marche pas comme ça, donc ouais, j'aurais tendance à penser la même chose que toi, Vanessa. Et nous passons au prochain message qui nous a été envoyé par Kevin et qu'on a un petit peu coupé aussi. Salut la fréquence et salut à votre invité, si vous en avez un. Le jour où vous passerez peut-être mon vocal dans la volière. J'avais une petite question. J'ai jamais lu les livres, donc je sais pas si dans les livres on a plus de précision. Je me base que sur les films. Mais dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, à un moment donné, ils prennent des sombrales pour partir de Poudlard et aller jusqu'au QG de l'Ordre. Sauf que, aux dernières nouvelles, les sombrales ne sont visibles que par les personnes qui ont vécu la mort, enfin du moins qui sont confrontés à la mort. Et donc je me posais la question de comment font Ron, Hermione et les autres pour voir sur quoi ils sont assis, du coup, vu qu'ils volent dessus. Enfin bon, j'espère que vous avez une réponse à m'apporter. Et sinon, continuez comme ça, vous êtes super. Et comme tout le monde, j'espère que vous arriverez à aller jusqu'au bout. Et on sera là pour vous écouter et vous accompagner jusqu'à la fin de ce projet qui est gigantesque. Merci Kevin pour ton message. Alors on a un petit peu plus de détails dans le livre,
Mais en fait, tout simplement, il galère de fou, en fait. Vrai. Il se passe exactement la même chose. Hein. Le film ne change rien dans le livre. Ron, Luna ou même Hermione, voilà, ils voyagent en sombral. Et c'est juste que, ouais, je crois que Ron le vit très mal, tu vois. Et voilà, ils ne voient pas sur quoi ils sont. Ouais, ça va être très bizarre comme sensation. Dans l'air. Et surtout, quand même, ils font Écosse-Londres. Hein. Ils font pas un petit voyage, ils traversent tout le pays, quoi. Mais oui, c'est dit que c'est très bizarre pour eux. Et Luna, elle est obligée de les aider à grimper, en fait, sur leur sombral parce qu'ils peuvent même pas voir où l'animal se trouve, en fait. Donc voilà, mais si tu veux, effectivement, si tu veux avoir un peu plus de détails sur le comique de la chose, n'hésite pas à lire ce passage, c'est assez drôle. Nous passons au hibou sonore d'Élodie. Désolée, ça a un peu coupé à la fin. Salut la fréquence, c'est Élodie de la Plume d'Edwige. Je voulais vous soumettre une théorie que j'ai par rapport à Neville. Je me disais qu'en fait, est-ce que Voldemort ne lui aurait pas lancé une malédiction ? Je vous explique. En fait, on voit qu'il a choisi Harry, mais il aurait pu aussi choisir Neville par rapport à la prophétie. Et en fait, dans le tome 1, il est dit que Neville, il lui arrive toujours plein de petits accidents et que c'est très régulier en fait. Et je me suis dit, est-ce que Voldemort ne lui aurait pas lancé une petite malédiction ? Et pour aller plus loin, je me suis même demandé si c'est pour ça qu'il arrive à détruire l'Horcrux de Nagini, parce qu'en fait, vu que tous les autres Horcrux sont détruits et qu'il en reste qu'un, je me suis dit, il a trouvé cette force parce que la malédiction de Voldemort, elle est rompue, vu il va bientôt mourir en fait. Donc voilà. Merci Élodie pour ton hibou. Alors je pense pas du tout que Voldemort ait lancé une malédiction sur Neville. Je pense juste que c'est le caractère de Neville d'être un peu maladroit, tête en l'air, et qu'à la fin de la saga, il prenne tout son courage pour tuer Nagini. Je pense que ça fait partie de l'évolution psychologique de Neville, qui se rend compte que c'est pas qu'un petit gamin maladroit et qui ne vaut rien, qui n'a pas confiance en lui, notamment peut-être à cause de sa grand-mère qui est quand même assez compliquée avec lui, et qui se rend compte qu'il a les capacités d'être un grand sorcier, qu'il a de la force et autant de courage que ses amis. Donc je pense pas que c'est vraiment une malédiction de la part de Voldemort, mais je pense aussi c'est le fait d'avoir grandi sans parents, avec une grand-mère qui met en doute ses capacités de sorcier. Et je pense qu'aussi, il y a une part où il trouve son courage pour venger ses parents. Je pense qu'il y a ça aussi. Et c'est juste l'évolution naturelle de Neville au cours de la saga. Je ne sais pas ce que vous en dites. Oui, moi je suis assez d'accord avec toi, en rajoutant cependant une chose qui a, je pense, son importance, c'est que Neville, dès son entrée à Poudlard, il a la baguette de sa mère. Il n'a pas sa propre baguette. Il aura sa propre baguette à partir, je crois, de l'Ordre du Phénix, ou juste après. Ça, je ne m'en rappelle plus. Oui, alors... à partir du Prince de Sang-Mêlé, parce que sa baguette est détruite au département des mystères. Elle est détruite à l'Ordre du Phénix, c'est ça, au ministère, et du coup, il a sa propre baguette à partir de l'Ordre je vais y arriver, du Prince de Sang-Mêlé, et du coup, ça change tout. Ça change tout parce que du coup, avoir sa propre baguette, je pense que ça lui permet de décupler sa magie, enfin juste d'acquérir ses vrais pouvoirs, de bien les concentrer, chose qu'il ne pouvait pas faire totalement avec une baguette qui n'était pas à lui, comme Malfoy finalement quand il emprunte la baguette de sa mère dans la relique de la mort pour attaquer Harry, sa magie n'est pas terrible, quoi. Donc c'est pareil, ça a beau être un lien de parenté, c'est pas sa propre baguette. Donc je pense qu'en effet, l'émancipation, le fait de grandir et ensuite d'avoir sa propre baguette, ça change tout. Et donc, oui, je pense qu'il était juste un peu maladroit et qu'il avait énormément de pression familiale, notamment de sa grand-mère avant. Ça n'a pas dû arranger les choses. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. J'ai même tendance à penser que, de la même façon que je crois pas trop en la théorie de la malédiction, je pense aussi que la baguette, ça a son importance, mais que ça reste peut-être un détail, parce que j'aurais plus tendance à penser que ce qui agit comme un changement chez Neville, c'est le fait d'affronter Bellatrix Lestrange pour la première fois. Et en fait, il est vraiment confronté à une des personnes qui a pourri sa vie et qui a détruit ses parents. Et je pense que ça agit comme un électrochoc chez lui, où il se dit « Ok, je suis capable
de venger mes parents désormais. Alors certes, la baguette, comme tu l'as bien dit, certes, peut-être qu'il était diminué avec son ancienne baguette. Ça l'aide, en fait, d'avoir sa baguette à lui, mais ça fait pas tout non plus. Et je pense que tu peux avoir la meilleure baguette du monde si psychologiquement, t'as pas fait le processus, ce processus-là que Neville fait, tu peux pas faire l'émancipation, avoir la même émancipation qu'il a eue. Je sais pas, moi je suis assez terrien, en fait, même si c'est un monde de magie, je pense que la psychologie a énormément d'importance, et notamment pour Neville. Ah ouais, je suis aussi d'accord sur le fait que l'épisode du ministère de l'Intérieur a dû les faire un électrochoc et a débloqué quelque chose, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. Tout à fait. Et on passe au dernier hibou sonore, et ça tombe bien parce que Marina est en train de décéder de son rhume. Il nous a été envoyé par Mao, on écoute ça. Coucou Marina et Jérémy, je m'appelle Mao, j'ai 14 ans. Et en fait, là, je suis en train d'écouter le premier épisode de la Coupe de Feu. Et en fait, je viens de me faire une réflexion. C'est que vous parlez de la mort de Quirrell à laquelle Harry assiste lorsqu'il a 11 ans. Mais du coup, je me disais, comment est-ce que ça se fait qu'il voit pas les sombrales à partir du tome 2 ? Parce que techniquement, il a vu Quirrell mourir l'été précédent. Alors qu'il voit les sombrales qu'à partir du tome 5 en voyant la mort de Cédric. Sauf qu'il les voit, il a vu Quirrell mourir, non ? Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, des bisous. Merci Mao. Alors première chose, je pense qu'il y a des lutins de Cornouailles autour de toi. Je sais pas ce qui... J'irais des collégiens. C'est trop marrant. Et donc ta question, pourquoi Harry il ne voit pas les sombrales suite à la mort de Quirrell ? Je poserais une petite différence entre le livre et le film ici, parce qu'en fait dans le livre, Harry en soi il voit pas Quirrell mourir parce qu'il s'évanouit avant. Parce que c'est en fait dans le livre, Dumbledore vient le sauver. Et dans le film, c'est vrai que c'est une différence parce que dans le film, Harry c'est un assassin de fou, quoi. Ouais, il brûle le visage Il de brûle Quirrell le visage. à 11 ans. Alors ça arrive aussi dans le livre, mais disons qu'il va pas jusqu'à tuer Quirrell. En fait, il l'apprend sur son lit d'infirmerie que Quirrell a pas survécu à Voldemort, en fait. Mais... C'est hyper violent quand même. Oui, c'est vrai. Dans le film. Mais du coup, dans le livre, ça justifie le fait qu'effectivement, il a pas été témoin de la mort de Quirrell jusqu'au bout. Par contre, dans le film, effectivement, c'est le cas, quoi. Donc, il peut y avoir une petite incohérence de ce côté-là. Après, le corps est désintégré, il n'est pas vraiment... Ouais, après, ouais, on peut... Est-ce que t'es vraiment mort quand t'es désintégré ? Est-ce que les particules de toi ne survivent pas dans les airs Et en fait, Quirrell, il a fait un Horcrux, et c'est l'histoire sans fin, il revient. Ah, enfin. Ouf. Ah oui. J'ai ma suite. Ton personnage préféré. Non, d'ailleurs, sur le même sujet, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais il y a un petit détail un peu étrange, par contre, sur le cas des sombrales, c'est que Harry, il voit Cédric Diggory mourir à la fin de la Coupe de Feu, et pourtant, il reprend bien les espèces là de calèches là, pour reprendre le train, le Poudlard Express. Et à ce moment-là, il ne voit pas les sombrales. C'est quelque chose qui a été remonté jusqu'à J.K. Rowling. Mais pourquoi Harry ne voit pas le sombral à la fin de la Coupe de Feu ? Pourtant, il assistait à la mort. Et J.K. Rowling avait dit, je crois que c'était dans un chat ou dans une interview, elle avait justifié le fait que Harry n'avait pas encore fait son processus de deuil. Et c'est pour ça qu'il ne voyait pas le sombral et qu'il le voit qu'à la rentrée prochaine. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu une rustine parce qu'elle n'a pas forcément anticipé la chose, mais ça ne tient qu'à moi. Après, pourquoi pas Pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? Son port sont complètes pour pouvoir voir les sombrales. T'es à la moitié, tu vois que la moitié du sombral. T'es au tout début, t'en vois que 10%. Enfin. Attends, ça aurait été encore plus bizarre qu'il voit la tête d'un animal et pas le reste. T'es Stroll is loading, tu vois. Et c'est terminé pour la volière. Un petit coucou à ceux dont on n'a pas retenu les vocaux sur cet épisode. Merci à Lou pour ses hiboux sonores sur Dumbledore, Drago et Luna, et Clara pour sa question sur les dortoirs, à Léa à propos de Fudge qui ne croit pas Harry à la fin du tome 3, à Loli sur Bill et Fleur, à Axel sur Hermione et Pettigrew, et enfin à Innie sur les maisons de Harry, Ron et Hermione. Même si vous n'êtes pas retenu pour cette volière-là, vous le serez peut-être sur une prochaine, donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions.
Et si vous voulez vous lancer pour la première fois, envoyez-nous votre petit hibou sonore d'1 minute environ en message privé sur nos réseaux, ou ça marche aussi par mail à l'adresse fréquence934@gmail.com. Les portons loin de nos comptes Instagram, Twitter, Facebook et Discord sont tous disponibles dans la description. Et il y en a pour tous les goûts en fonction des applis que vous utilisez. N'hésitez pas à follow nos comptes et à rejoindre notre Discord pour garder le contact entre les épisodes. Et bien sûr, abonnez-vous sur votre appli d'écoute pour être sûr de ne pas louper les sorties. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de nous mettre des petites étoiles et des commentaires sur les applis qui le permettent. Big up à Jade, qui a commenté récemment sur Apple Podcast par exemple. Tout ça permet à l'émission d'être mieux référencée et potentiellement d'être découverte par d'autres fans, donc ça nous fait toujours plaisir. De façon générale, vous pouvez aussi nous écrire à peu près n'importe où. On lit et on tente de répondre à tout. Vanessa, c'était vraiment trop cool de t'avoir. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Oui, et je pense que ça t'a rappelé des souvenirs du podcast et ça t'a peut-être réveillé à nouveau ton envie de faire du podcast. Tout ça est un plan machiavélique en fait. Oui, j'ai l'impression de n'avoir jamais quitté le podcast. C'est comme le vélo. Hein, Ouais, c'est vrai. Ça revient direct en selle sans problème. Oui, non, je suis toujours très contente de parler avec vous déjà. Et puis de participer à ce genre d'émission. Ça fait toujours très, très plaisir. Et j'espère qu'il y aura une prochaine. Bah oui, bien sûr. De toute façon, tous les invités qu'on a déjà eus, on peut très bien les réinviter. Et puis, t'hésites pas. Par exemple, s'il y a un chapitre en particulier, tu dis « Ah, là, il faut que... Là, j'ai envie d'en parler. » Ah ouais, c'est vraiment Vanessa, là. Fait, ah ouais. Là, j'ai fermé les yeux. Je croyais que Vanessa, elle était en face de moi, tu vois. C'est Vanessa tout craché. C'est ma voix du matin. C'est Vanessa avec ton rhume. C'est Vanessa en dehors du podcast. C'est ça. Ouais, parce que là, j'ai une voix très professionnelle. Mais vous la reconnaîtriez pas. Et voilà, et dès que le micro est coupé, c'est plutôt bon, voilà quoi. Mais en vrai, je suis sûr que si jamais, avec des membres, des anciens membres de l'équipe du podcast, on reprend les micros pour des retrouvailles, je suis sûr que ça serait comme avant. Même s'il y a énormément de temps qui s'est passé, je suis sûr que le naturel reviendrait hyper vite. Mais complètement, je pense. Même si on est tous chacun chez soi, à distance, oui, je pense. Mais oui, parce que là, c'est comme si j'avais pas quitté le micro finalement. C'est ça. Ça se reprend très très vite. Merci Vanessa en tout cas. Et si vous aussi vous souhaitez nous accompagner sur un futur épisode de La Fréquence, on vous rappelle que les candidatures se déroulent sur notre serveur Discord. Il faut le rejoindre si ce n'est pas encore le cas, puis vous retrouverez les infos dans le salon qui s'appelle La Volière, dans la catégorie podcast. Et peut-être que vous serez à la place de Vanessa un de ces jours et que vous pourrez pas seulement nous écouter, mais aussi échanger avec Marina et moi, nous engueuler si vous n'êtes pas d'accord, nous dire à quel point on est exceptionnel surtout. Et voilà quoi. Quand tu l'as annoncé, vous aurez la chance de parler avec Marina et moi. Évidemment. Une place VIP. Les personnes qui, elles, sont vraiment exceptionnelles, c'est bien sûr nos tipeuses et nos tipeurs qui soutiennent le podcast avec quelques galions. Là aussi, direction la description de l'épisode si vous cherchez le porte au loin. Tradition oblige et on remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui nous typent au moment de cet enregistrement. Merci à Corsetilou, Lowlax, Mugiwara, Yonde, l'arithmancien, Chloé, Charlotte, Priscilla, Camille, Lucie, Bispac, Virginie, Louison, Aurélien, Kimi Doc, Mathilde, Miss Boukine et Pamela qu'on a eu au dernier épisode. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le prochain chapitre. Promis, après le réveil, le petit déjeuner, ça sera pas chapitre 4, Harry se brosse les dents. Mais le titre sera bien sûr Retour au terrier. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Salut. Au revoir.